Oui, oui, on le voit. Donc, je vous ai mis juste très vite les prochaines visios qu'on va avoir sur d'autres thèmes qui vous intéressent peut-être. La première, c'est demain avec Ella Et là, Benveniste. Donc, euh, euh, donc voilà, on l'avait déjà reçu, hein, mais sur notre parti frère tunisien. Nous avons aussi une visio le 29 septembre avec Sylvie Guillaume, notre députée européenne, sur les accords UE-Tunisie. Et puis le 4 octobre, nous avons une visio sur la guerre au Mali, avec Grégory Dao et puis notre député Anapik. Le fin octobre, on va étudier le projet de loi migration avec Smaïn Lacher, sociologue et puis chercheur au centre d'études des mouvements sociaux, mais aussi juge assesseur représentant au commissariat des Nations Unies. Voilà. Et on aura une visio qui n'est pas programmée encore sur le traité international de protection de la haute mer. Voilà, mais, mais Fred, on est d'accord que demain, on a à la fois Sylvie et Ella, non, Sylvie, c'est le non? 29. Le Et 29, c'est demain? ah bah si, d'accord. Ah oui, Ouais. on a un vrai problème pour le coup. Mais Euh, non, je crois moi j'avais compris qu'elles ah, étaient conviées en même temps. ouais, ouais, elles vont être fusionnées en même temps, donc Ouais, il me semble, effectivement. hein. Et je vais ajouter, comme on parle des futurs événements, et comme j'ai oublié de le faire pendant la présentation, pour les militants de 92, il y a donc un événement le lundi et un book club sur un livre qui traite l'état des classes moyennes en Angleterre et qui est un livre de John Lanchester et cher voisin. Mais un plus tard, si vous n'avez pas encore commencé le livre, mais il y aura d'autres book clubs moi après. Mais surtout, il y a un événement avec donc Dylan Boutifla et le 30 novembre à 20h, un présentiel à la Fédé qui va nous présenter un organisme qu'on connaît tous, mais qui on ne connaît peut-être pas assez bien. On sait tous qu'il est important, mais on ne sait pas trop son rôle aujourd'hui, l'international socialiste. Ça va être, vous aurez d'informations, mais ça va être le 30 novembre à 20h à la Fédé des Nanterres. Et après que moi et Philippe, on a coupé la parole à Frédéric, on va le Non, non, mais retourner la parole. il n'y a pas de souci. Je termine sur le cercle international en vous apprenant ou en vous en rappelant les trois gros chantiers qu'on va mettre en place. Le premier sur la décolonisation, les impérialismes et le modèle de développement. Le deuxième sur la gouvernance démocratique, la justice, la citoyenneté. Et le troisième sur les économies de la misère, la migration, le droit à la mobilité. En fait, les cercles, ils sont à la fois géographiques, comme le disait Omri, mais ils sont aussi thématiques. Donc voilà. Alors, je clos le côté pub. Bon, sachant que j'avais 25 minutes, une demi-heure, j'ai voulu faire des focus sur quelques points qui ne sont pas forcément évoqués médiatiquement beaucoup, pour éviter que certains d'entre vous aient des redites. C'est vrai que faire le bilan des 600 jours de guerre, c'est pas forcément évident comme ça, parce que quand on est historien et qu'on est dans l'actualité, c'est toujours difficile d'avoir du recul en même temps. Je voulais insister sur un premier point qu'on voit très souvent médiatiquement, c'est la lassitude de la guerre. Et en fait, bon, le message, s'il devait y en avoir un, c'est qu'il ne faut pas désespérer de la situation, parce que le temps médiatique n'est pas le temps militaire. La reconquête sera longue, la saison se termine effectivement là, la saison des bouts va arriver, mais la reconquête va prendre une autre forme. Elle va prendre une forme économique avec un déclin qui va s'accélérer pour les Russes, ou encore diplomatique. Donc c'est les évolutions qui comptent, l'attrition de l'armée, ça compte aussi. Et le discours médiatique qui parle de lassitude de l'Occident, il est quand même à relativiser, hein. La lassitude, elle est médiatique, sans doute, parce que c'est moins vendeur, ça se voit, mais elle n'est pas perceptible dans les sondages d'opinion. Alors, effectivement, on pourrait peut-être s'inquiéter de l'élection américaine, par exemple, mais en ce qui concerne l'opinion, les opinions restent favorables à l'Ukraine et défavorables à la Russie. Et même quand il y a une érosion, finalement, cette érosion, elle n'entraîne pas une embellie pour la Russie. C'est-à-dire que les gens se désintéressent, effectivement, ils en parlent un petit peu moins avec leurs proches, mais quand on regarde les stats,
On est passé de 80% à 55% de personnes qui en parlent à leurs proches, mais c'est quand même considérable, finalement, après plus, d'1 an de guerre. Et donc, voilà, il n'y a pas d'embellie, russe, donc il n'y a pas de lâchage de l'Ukraine. Si on regarde plus spécifiquement en France, il y a une sorte de dégradé de soutien. Alors je vais pas mis tous les partis politiques pour faire plus vite, mais, le parti qui soutient le plus, l'Ukraine, c'est Renaissance, aujourd'hui. Et le parti socialiste, finalement est plutôt bien placé aussi. Pour autant, ces partis, comme les autres, majoritairement, veulent une négociation. Si j'ai le temps, à la fin, je vous expliquerai en quoi une négociation par nature est sans doute improbable, voire impossible. Quand on passe à LFI, et au RN et à Reconquête, bah, vous vous en doutez bien, sans doute, les avis sont beaucoup plus, nuancés, voire, pro-russes. Alors malgré tout, il y en a assez peu qui ont de la sympathie pour la Russie, et encore moins de la sympathie pour Poutine. Le parti qui fait le plus exception à ce niveau-là, c'est Reconquête, c'est Zemmour. Il y a une fracture entre le RN, qui très vite est revenu un petit peu sur son soutien à Poutine affiché, et Reconquête, qui lui a gardé un petit peu ce laïus de finalement l'incompréhension qu'il y aurait avec Poutine. Si on regarde aussi d'un petit peu plus près, on peut se rendre compte qu'il y a aussi une fracture non seulement partisane, mais sur les revenus. Plus on a des revenus élevés, plus on est pro-ukrainien, et plus on est âgé, plus on est pro-ukrainien. Donc si vous êtes comme moi plutôt pro-ukrainien, c'est que vous êtes riche et que vous êtes vieux. Donc c'est, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais voilà. Alors après, c'est à relativiser aussi, hein, puisque finalement, les moins de 35 ans sont quand même majoritairement pour l'Ukraine, mais il y a quand même une forme de déséquilibre, malgré tout, qui est existant à ce niveau-là. Alors ensuite, la bataille de l'opinion en Europe. Là aussi, j'ai vu ces derniers jours des titres assez alarmistes sur la Pologne qui lâcherait l'Ukraine. Alors, c'était lié à une déclaration, soit, mais c'est excessif de le dire comme ça. En fait, il y a un contexte électoral très particulier en Pologne. Il y a des élections bientôt. Le parti au pouvoir a besoin du soutien des agriculteurs, donc effectivement, il y a, c'est vrai, une tension sur l'obligation d'accueillir les céréales ukrainiennes. Pour autant, les Polonais soutiennent toujours l'Ukraine, et même s'ils veulent plus livrer forcément d'armes, c'est parce qu'ils ont beaucoup livré, eux, ce qui n'est pas forcément le cas de la plupart des puissances. On peut penser à la France, normalement, et l'Allemagne. Alors, avec l'Allemagne, qui est, entre guillemets, encore plus mauvaise que la France à ce niveau-là, parce qu'elle promet sans forcément livrer ou en livrant du matériel de mauvaise qualité. La France promet peu, mais le peu qu'elle promet, elle le livre, elle. Alors, tous les documents que je vous montre, vous pouvez les avoir, hein. Je les ai sourcés, évidemment, donc vous pourrez les retrouver si vous le souhaitez, quoi. Donc, ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est que finalement, l'Ukraine ne peut pas se mobiliser davantage qu'elle le fait. Elle a besoin de matériel, son arrière, c'est nous. Et le plus difficile, ça va être de rester dans la durée, dans le soutien, parce que tout simplement, bah, on a pas mal donné finalement. Alors du matériel ancien, c'est vrai, mais malgré tout, si effectivement on se refuse à livrer du matériel nouveau ou actuel, on va vite toucher le fond, sachant qu'on a assez peu de stock, notamment en France, où on avait une défense qui était basée sur la dissuasion nucléaire. Donc il y a un risque de voir l'armée russe qui reprenne l'ascendance au champ de bataille si on n'est pas capable de passer ce cap-là, quoi. Bon, malgré tout, je pense qu'il ne faut pas dramatiser. Le soutien occidental devrait être calibré, mais il y a toujours cette impression qu'on risquerait un chaos encore plus dangereux si la Russie s'effondrait. Or, il n'y a pas de risque escalatoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait beaucoup évoqué l'escalade possible avec la livraison des blindés.
puis des chars, puis des HIMARS, puis des avions, puis des missiles. Il n'y a jamais eu d'escalade et il n'y en aura jamais. Et cette idée aussi de négocier avec Poutine est à oublier. Hein. Poutine n'a respecté aucun traité. Poutine est la menace, donc il faut qu'on soit capable de l'affronter. Alors, le soutien reste malgré tout fort, parce que regardez l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, à part la France et l'Allemagne, le soutien est quand même malgré tout plutôt massif. Donc finalement, c'est un sacré retournement de tendance, hein, puisque avant la guerre, il n'était même pas envisageable d'avoir une Ukraine qui adhère à l'UE, sachant que dans le sillage de l'Ukraine, il y a aussi la Moldavie, voire peut-être la Géorgie, qui sait l'Arménie maintenant qu'elle a changé d'orientation géopolitique. Alors, on va parler quand même un petit peu du front rapidement. Bon, l'objectif, c'est de créer une brèche. Bon, je fais une chronique très régulière sur le sujet, je ne veux pas vous fatiguer là-dessus, vous suivez sans doute l'actualité. La ligne Surovikin, c'est 3 lignes, et ces 3 lignes qui sont extrêmement dures à franchir et qui sont bien défendues. Il y a une percée qui se fait à Robotine et vers Beauvais. C'est là que se déroulent les grands espoirs ukrainiens. Mais effectivement, nous, en tant qu'Occidentaux, on attend des grands mouvements militaires. Or, c'est pas adapté à la guerre. C'est-à-dire que les Ukrainiens ne peuvent pas se permettre de perdre beaucoup d'hommes et de perdre beaucoup de matériel. Donc, ils attaquent plutôt avec de l'infanterie. Et c'est vrai que médiatiquement, c'est beaucoup moins vendeur pour nous. Mais ils n'ont pas le choix, en fait. Malgré tout, ce qu'on refuse de voir, c'est que finalement, c'est efficace quand même. Ils arrivent à disperser les forces russes, et ils arrivent à les toucher, notamment dans leur arrière-front. Bon, récemment, vous avez vu le quartier général de la flotte russe qui a été détruit à Sébastopol, mais aussi des sous-marins de classe Kilo, enfin un sous-marin de classe Kilo qui a été détruit sur les chantiers navals de Sébastopol. On est devant une guerre qui est nouvelle, hein. C'est-à-dire que vous avez un pays qui est en train de gagner une bataille navale alors qu'il a perdu sa flotte. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Hein. Et quand vous avez les sous-marins de classe Kilo qui sont détruits, c'est aussi un peu de protection pour l'Europe, parce que je vous rappelle que ces sous-marins sont aussi vecteurs d'armes nucléaires. Donc, ça fait toujours des sous-marins au moins qui pourraient éventuellement nous lancer des missiles sur nous. Il y a aussi la fixation du front de Bakhmout. Alors Bakhmout, ça a été la grande victoire russe, qui est quand même à relativiser, puisque de Bakhmout, il reste pas grand-chose. Et aujourd'hui, c'est un gros point de fixation pour les troupes ukrainiennes, qui arrivent à un début d'encerclement au nord et au sud de Bakhmout. Bon, bref, vous l'avez compris, on a une stabilisation du front aujourd'hui. Par curiosité, je suis allé voir les gains du mois de septembre. Ils sont très faibles. Hein. On a 20 km² de gagnés pour l'Ukraine seulement. Donc effectivement, il ne faut pas se focaliser là-dessus. Le bilan peut paraître maigre, mais en fait, il est très trompeur. Hein. On le voit ici. Vous avez des superficies gagnées et perdues un petit peu partout. Mais aujourd'hui, il y a au moins 3 secteurs sur 5 qui n'ont plus d'activité directe sur le front. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mort non plus. Le bilan aussi sur le long terme depuis le début de la guerre peut paraître négatif ou peu optimiste. Pour autant, je vous rappelle malgré tout que au début de la guerre, finalement, il y a dès le premier mois 10% du territoire qui avait été perdu, puis finalement, petit à petit, on a eu des gains, on a eu plusieurs grosses vagues de gains. On se rappelle de la défense un peu désespérée de Kharkiv. Je dis ça puisqu'on a Elena qui est de Kharkiv notamment. À l'époque, beaucoup pensaient que la ville serait perdue. Et finalement, aujourd'hui, l'oblast de Kharkiv, il n'est pas complètement libéré, mais presque. Hein. Il reste Kupiansk encore à gagner. Et finalement, on a très peu de mouvements d'ampleur depuis la dernière campagne autour d'Izium notamment. Alors, nous, en Occident, on a toujours tendance à essayer de se raccrocher au game changer,
c'est-à-dire à l'arme magique qui va permettre de sauver le conflit. Alors, désolé de briser les espoirs, mais ce ne sera pas le cas. Alors par contre, ça ne veut pas dire que ces armes sont inutiles. La première, c'est le GLSBD. Alors, le principe est assez simple, hein. Vous avez une arme qui a 150 km de portée, elle vole à basse vitesse et elle coûte très peu cher. Mais elle peut permettre, justement, 150 km, c'est beaucoup, malgré tout, de taper tout l'arrière du front, justement derrière les fameuses lignes sérovikines. Vous avez les attaques, pardon, lancées depuis les années mars. Alors là, il y a plusieurs sortes, hein, 150 km ou 300 km. On est quand même dans l'espoir d'avoir des missiles de 300 km. Là, ils vont à 3 fois les vitesses du son, donc ils sont très rapides et ils emportent une charge qui est 10 fois plus importante, c'est-à-dire 230 kg. Ils coûtent beaucoup plus cher puisqu'ils sont à $1 million chacun. Mais effectivement, là, vous avez une vraie arme qui est capable de faire des dégâts colossaux à l'arrière. Mais pour l'instant, on est toujours en attente de ces armes. Bien évidemment, il y a les F-16, voire peut-être les Mirage, on parle pas mal aussi. Bon, il faut savoir que plus que l'avion, c'est les pilotes qui peuvent poser problème et la formation aussi des mécaniciens. Le gros avantage du F-16, c'est qu'il peut voir un MiG-29 avant que le MiG-29 le voie. En combat rapproché, les deux armes pourraient paraître équivalentes, mais finalement, il n'y aura jamais de combat rapproché. Si vous avez une flotte de F-16, le ciel devient ukrainien. Alors pour autant, avoir une flotte, c'est avoir beaucoup d'avions. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Et enfin, il y a les Abrams. Alors, ils sont déjà arrivés sur le front, il paraît. Bon, pour l'instant, il y a une trentaine d'Abrams, même si ce sont des tanks, malgré tout, assez vieux, hein, créés dans les années 80, qui ont débuté en 91. Malgré tout, là aussi, ils ne changeront pas le bilan de la guerre, puisqu'ils ne sont pas assez nombreux pour ça. Ils demandent beaucoup d'essence, donc beaucoup de logistique, donc beaucoup de logistique qui peuvent être touchées notamment par les drones russes. Je laisse de côté le front rapidement et le matériel de la guerre pour arriver à ce qui est sans doute le plus important, en fait. C'est les logiques de cette guerre, c'est-à-dire pourquoi, comment ça va évoluer. Le thème qui est le plus important, à mon avis, c'est la population russe. Alors j'ai vu que Benoît Vitkine, que je connais, qui est un journaliste qui est précieux, avait fait un article sur le sujet aujourd'hui dans Le Monde. Je vous promets, c'est une coïncidence, hein. Mais effectivement, je l'ai lu rapidement ce soir en rentrant du boulot. On est d'accord, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, il faut absolument que vous compreniez des choses qui sont vitales. C'est-à-dire que le déclin de la population russe, c'est une obsession de Vladimir Poutine depuis son arrivée au pouvoir. Sa politique, ça a été une politique de progression de la natalité et ça a joué sur sa radicalisation idéologique. Et effectivement, il a voulu recréer de la population même artificiellement. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous regardez la Russie actuelle, la seule population qui progresse, c'est la population asiatique. Donc la population de l'ethnie russe, elle est de plus en plus faible. Elle est aujourd'hui à 77%, elle était à 81% en 1989, et ça s'accélère, avec un très gros déséquilibre aussi entre l'espérance de vie des hommes et des femmes. Donc on a une différence d'espérance de vie qui est colossale, hein, 65 ans contre 77 ans. Donc on est dans un pays du tiers-monde à ce niveau-là. Et effectivement, alors la fin de l'URSS a fait beaucoup de mal, mais pas seulement. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui ont expliqué ça. Une fois qu'on a ça en tête, bah, on comprend beaucoup de choses. C'est-à-dire que, par exemple, l'annexion de la Crimée, c'est l'annexion aussi de la population criméenne, et ça a permis, comme vous le voyez là, de rattraper un peu le retard démographique. Aujourd'hui, la Russie est moins peuplée qu'à l'arrivée au pouvoir de Poutine, malgré l'annexion de la Crimée, malgré les annexions des oblasts ukrainiens. Donc, la logique de Poutine au départ, c'est avoir un empire soft
où il avait des États croupions autour de lui, comme par exemple la Biélorussie, l'Arménie, une partie de la Géorgie, le Kazakhstan, etc., etc. L'urgence démographique fait en sorte que il ne peut plus se contenter de ça. Et c'est pas seulement ça, c'est-à-dire que il a demandé une vassalisation. L'Ukraine a refusé de se vassaliser, il fallait la soumettre forcément. En juillet dernier, le nombre de naissances en Russie est inférieur à celui de 1945. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est absolument dramatique et on a un vrai problème en Occident, c'est qu'on n'a souvent pas voulu voir, mais surtout on n'a pas voulu écouter Poutine. Dans un de ses discours, Poutine disait: le destin de la Russie, ses perspectives historiques, elles dépendent d'une chose, combien nous sommes et combien nous serons. Donc, Poutine, on ne peut pas lui reprocher son manque de franchise. Il a annoncé depuis le départ euh, ses intentions, il a annoncé que l'Ukraine ne pourrait pas être indépendante. Depuis le début de la guerre, c'est une catastrophe démographique. Il y a entre 800 et 900 000 personnes qui ont fui la Russie. Ces personnes, ce sont les plus actives, les plus éduquées, les plus riches. Donc, vous vous retrouvez avec une paupérisation qui est terrible. Bon, je vous l'ai mis dans une diapo après, mais aujourd'hui, la Russie est le pays le plus pauvre d'Europe. Elle s'est fait dépasser par la Moldavie le mois dernier. Donc, c'est une catastrophe absolue. Par contre, au niveau militaire, le réservoir d'hommes, il est encore immense. Il y a un avantage russe qui est indéniable. L'Ukraine, elle, a perdu 4 millions de personnes depuis le début de la guerre. Et les personnes qui ont migré en Ukraine, elles, sont plutôt des femmes et des enfants, puisque je vous le rappelle que les hommes, eux, avaient l'obligation de rester dans le pays. Ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas le droit de partir. Donc, on a une société russe qui aujourd'hui est fragmentée. Elle est fragmentée en trois camps, qui est liée finalement à sa sociologie qui est propre. Il y a un groupe qui soutient la guerre. Ces groupes-là, elles sont fortement émotionnellement impliqués, militarisés parfois. Ils soutiennent l'armée avec des ressources, ils demandent plus de brutalité, plus d'agressivité. On est sur environ 15 à 20% de la population. Mais leur voix, elle est très amplifiée, puisque c'est cette voix-là qui est mise en avant. C'est même la seule voix qu'on peut entendre. De l'autre côté, vous avez celle qui ne perçoit pas cette guerre comme juste, qui est dégoûtée par la guerre, qui la considère comme une erreur, qui va entraîner beaucoup de souffrance. Alors, c'est difficile de savoir combien ils sont, puisque par nature, ils n'ont pas le droit de parler, mais ce ne serait pas impensable de penser qu'ils sont au moins aussi nombreux que les premiers. Le troisième groupe, il se situe un peu au milieu. C'est les personnes qui ont adopté finalement ce que disait Poutine au départ, c'était le « vous êtes libre, mais vous ne faites pas de politique ». Et effectivement, c'est là où il y a l'écrasante majorité. C'est-à-dire qu'eux, ils sont prêts à accepter à partir du moment où ils ne sont pas touchés directement. En fait, la guerre, elle est surtout soutenue par des personnes âgées qui ne vont pas partir à la guerre et qui veulent bien du monde que les élites russes leur proposent, mais qui ont une perception de la guerre qui est très différente par rapport aux autres générations. Le deuxième clivage, c'est les revenus. C'est pas seulement une guerre des vieux, c'est une guerre plutôt des riches. En fait, fondamentalement, cette guerre, c'est la guerre de ceux qui ne vont pas y mourir. Parce que si vous êtes riche, vous arrivez à échapper à la guerre le plus souvent. Il y a une corruption qui est assez qui est institutionnalisée, notamment en Russie. Donc vous avez ces clivages qui créent des tensions. Et paradoxalement, en campagne, bizarrement, la guerre, elle peut apporter une ascension sociale. C'est-à-dire que quand vous êtes parmi les plus pauvres et en campagne, ça peut vous donner des perspectives. C'est-à-dire que si vous mourrez à la guerre, il y a de l'argent. Et effectivement, si vous avez un petit peu de chance, vous pouvez revenir en héros et vous serez glorifié. Mais par contre, le retour des combattants, il va se faire avec un retour de la violence aussi. Ils vont retomber dans cette misère. Donc l'écart risque de s'accentuer, même avec la fin de la guerre, eh bien, ce ne sera pas terminé. Quand vous regardez les pyramides des âges, on voit une surreprésentation colossale des femmes.
Donc, pour un pays plutôt misogyne, on va avoir un pays qui est peuplé majoritairement de femmes. Et que ce soit côté russe ou côté ukrainien, on a des pyramides des âges qui sont dramatiquement basses en bas. Mais si l'Ukraine a passé le pire, pour la Russie, c'est loin d'être sûr, malgré les politiques natalistes. Et effectivement, l'écart avec l'Occident se creuse de plus en plus, notamment sur le salaire minimum et sur le salaire moyen. Donc là aussi, hein, je vous ai mis des sources, évidemment. L'Occident a sa part de responsabilité dans cette évolution de la Russie. On ne peut pas s'en laver les mains. Hein. Je vous ai mis une image que vous connaissez tous, je suppose, hein, celle de l'ouverture du gazoduc Nord Stream. On a notre part qui est liée au chaos finalement des années 90. Hein. Finalement, la Russie n'est pas guérie de cette Russie d'Eltsine. Et finalement, on a institutionnalisé une forme de corruption dans les années 90. Poutine est arrivé au pouvoir et il a rendu la corruption légitime avec des règles du jeu précises. C'est-à-dire que vous pouvez diriger, être un oligarque et gérer une partie de la richesse russe, mais vous ne faites pas de politique. Je n'ai pas le temps de détailler plus que ça, je suis sûr que vous avez tous des exemples. Mais ça s'est retourné contre l'Occident lui-même, puisque cette corruption ne s'est pas arrêtée aux frontières de la Russie. Elle a touché beaucoup, beaucoup d'hommes politiques, mais aussi des journalistes, on va dire des influenceurs, beaucoup de militaires. Par exemple, l'année dernière, il y a eu la tentative d'assassinat de Vladimir Osetchkin en France, personne n'en a parlé. On redonne le micro à Nicolas Sarkozy qui déroule les éléments de langage russe sans que ça choque finalement plus que ça. Alors je suis désolé si je heurte la sensibilité de quelques-uns en mettant une socialiste dans le lot, mais nier le massacre de Boutcha, soit qui est un crime de guerre qui est reconnu aujourd'hui, même s'il n'a pas été jugé, ça en fait une position pro-poutiniste. Hein. Alors je ne sais pas si vous les connaissez tous, mais moi dans mon département, il y a un ex-ministre, Maurice Leroy, qui est le troisième sur l'image. Maurice Leroy travaille toujours pour la mairie de Moscou. Il revient en France régulièrement, ça ne choque personne, il participe aux inaugurations, tout va bien. Vous avez un ancien sénateur comme Yves Pozzo-di-Borgo, vous avez parmi les plus grands militaires français qui sont là, et finalement, on a assez peu de retours là-dessus. Alors, pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là, je suis désolé, je vais être obligé de faire un petit flashback et de revenir sur l'histoire russe. Promis, je vais faire très vite parce que je sais que j'ai pas forcément beaucoup de temps, mais je crois qu'on peut pas Si, tout le temps. je crois qu'on peut pas comprendre sans ce mini flashback. 1996, les accords de Khaçaviourt. Donc, on met fin à la guerre de Tchétchénie, la première. Moscou s'engage à retirer ses troupes et on doit trouver un statut pour le nouveau territoire. C'est un drame absolu pour la Russie de Poutine. Et effectivement, là, c'est plus des éléments ex-URSS que l'on perd, c'est à l'intérieur même du territoire. Pour comprendre Poutine, pour comprendre 99, vous avez des attentats qui ont lieu à Moscou. Mais pas quelques attentats, hein, et pas que à Moscou. Vous avez 290 morts, 1 millier de blessés. Je vous passe les détails parce que c'est plutôt long, il y a des enquêtes, et je suis désolé de le dire parce qu'on ne le voit jamais en fait dans les médias, mais tous les éléments de l'enquête amènent non pas la responsabilité de ces attentats aux Tchétchènes, mais directement au FSB. C'est-à-dire que vous avez un homme politique qui est capable de faire des centaines de morts dans son propre pays et de créer des attentats dans son propre pays pour légitimer un retour à la guerre. Une fois qu'on a compris que Poutine est capable de faire ça dans son propre pays pour justifier la guerre, on a compris que effectivement, ça sert à rien de négocier avec lui. C'est-à-dire que ça dépasse le cadre légitime, humaniste. La négociation est impossible. En plus,
ces attentats étaient mal faits. Vous avez quand même Gennady Zeleznov, le président de la Douma, qui avait annoncé publiquement un attentat avant qu'il ait lieu. On en est quand même là. Et évidemment, toutes les enquêtes ont été interdites et les documents classés secrets pour les 75 prochaines années. Je n'ai jamais vu ces informations qui sont prouvables par n'importe qui. Elles sont recensées, enfin, voilà, vous avez toutes les pièces là-dessus. Je ne les ai jamais entendues dans les médias. Donc, il y a un problème. Et effectivement, à partir du moment où il y a ce feu vert pour relancer la guerre, rappelez-vous, j'irai chercher les Tchétchènes jusque dans les chiottes, etc., etc. L'attentat de Beslan dans les écoles, eh bien, on a une guerre totale, radicale, contre la Tchétchénie. Les rares qui vont dénoncer, on peut avoir une pensée pour Anna Politkovskaya, vont être éliminés assez vite. Rosny va être rasée et reconstruite. On va mettre en place Kadyrov. Et j'ai envie de dire, enfin, il s'embarrasse même pas des apparences. Anna Politkovskaya, elle est tuée le jour de l'anniversaire de Poutine. C'est un cadeau d'anniversaire. Voilà. 2008, une fois la Tchétchénie digérée, on a la guerre russo-géorgienne. Il y a une maladresse géorgienne, sans doute, de vouloir récupérer son propre territoire, peut-être. Poutine, lui, il voit une opportunité. Et effectivement, ça fonctionne, puisque non seulement il protège, entre guillemets, l'Ossétie du Nord et l'Ossétie du Sud, pardon. Non, du Nord, du Sud, et l'Abkhazie, j'ai fait une erreur en marquant du Nord, mais effectivement, il se rend compte qu'il y a peu de réactions. On a Sarkozy qui va là-bas, qui revient tout fier de son traité de paix. Or, il a validé que 20% du territoire géorgien, finalement, appartiendrait d'une certaine manière à la Russie. La suite, vous la connaissez. La Crimée et le Donbass, on retrouve tous les éléments qui vont servir après. C'est-à-dire une guerre hybride, une opération antiterroriste, donc pas de guerre officiellement, un soutien à la population russophone, la création des petits hommes verts, qui est quand même une idée de génie, quelque part. Aucun État européen imaginait qu'on puisse attaquer en enlevant les plaques d'immatriculation, en enlevant les drapeaux, en enlevant tous les symboles d'une armée. Et pourtant, c'était possible. Et effectivement, on a la création d'un nouveau conflit gelé, comme ça l'était en Transnistrie, en Artsakh jusqu'à aujourd'hui, ou en Abkhazie, ou en Ossétie. Mais la guerre qui est encore la plus intéressante, c'est celle de 2015. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que la Russie intervient en dehors de ses frontières de l'ex-URSS, depuis l'Afghanistan. Et surtout, on va avoir la répétition générale de l'Ukraine. Des exercices de grandeur nature, un bombardement de civils intensif, on va raser des villes, le recours programmé à la torture et au viol systématique, l'utilisation d'une armée de mercenaires avec la création de Wagner, les premiers tirs de missiles de croisière calibre depuis des sous-marins, la qualification de guerre sainte par l'Église russe orthodoxe, et on va aller jusqu'à tester l'OTAN. Je vous rappelle qu'il y a un Su-24 qui a été abattu par un F-16 parce qu'il avait passé la frontière turque à l'époque. À noter que la Turquie avait été beaucoup plus sèche dans sa réponse que peut l'être par exemple la Roumanie qui a eu des débris de drones sur son sol, ou encore la Croatie à qui c'est arrivé aussi. Donc je vais terminer par finalement le début, c'est-à-dire la fin de l'Empire et l'illusion du retour de Poutine, parce que c'est ça le cœur du problème. Et d'ailleurs, là aussi, Poutine, il l'a dit, il l'a annoncé, que la fin du RSS, c'était le plus grand drame du siècle, et que finalement, quelque part, il fallait y revenir. Et la Russie a déjà perdu la guerre. Pour preuve, pour ceux qui en doutaient, le cas arménien. L'Arménie n'avait que comme seul allié l'Iran et la Russie. La Russie était garante d'un fragile traité de paix et d'un corridor qu'elle n'a pas su entretenir. Elle n'a pas empêché l'Azerbaïdjan d'attaquer à nouveau l'Artsakh
et de le réintégrer dans son territoire, l'Arménie, de dépit, est obligée de se retourner aujourd'hui vers les États-Unis. Finalement, elle n'a pas le choix. La Moldavie demande l'adhésion à l'Union européenne. On est prêt à l'accueillir malgré l'occupation de son territoire, c'est-à-dire la Transnistrie par la Russie. D'ailleurs, je ne serais pas surpris que ça bouge au niveau de la Transnistrie assez vite. Le seul qui reste encore soumis, c'est la Biélorussie, parce que Loukachenko a sauvé sa peau en 2020-2021 avec l'armée russe. Mais même le Kazakhstan, dont le régime avait été sauvé en 2022, aujourd'hui se tourne vers la Chine et vers l'Occident. Donc cette guerre, elle est déjà perdue, l'influence russe est déjà perdue, et je serais à la place de Poutine et je ne suis pas à sa place, je ne m'inquiéterais pas de savoir s'il récupérera la Crimée ou pas, mais gardera-t-il l'Asie ou pas? Parce que la Russie est un empire colonial et la nature a horreur du vide. Vous regardez une carte des densités et une carte militaire et vous vous rendez compte que la Chine, qui a changé ses cartes récemment et qui a rappelé par des noms chinois les provinces du nord de la Mandchourie, bah, finalement, devant la décadence russe, serait sans doute bien inspirée d'annexer une partie du territoire russe. Et pourtant, hier sur LCI, la question qui était posée, c'était faut-il rendre l'Alaska à la Russie? Donc, on a encore un Occident qui est complètement déconnecté des réalités. D'abord, l'Alaska a été acheté, et sur un autre continent que le continent asiatique, il n'y a pas un Russe en Alaska, et la Russie, plutôt que de chercher à récupérer l'Alaska, devrait essayer déjà de garder ses propres territoires. Et ça peut être très compliqué. Seulement, la mentalité russe a beaucoup de mal avec ça. Ils sont dans un déni colossal. Alors, je voudrais vous raconter juste une petite anecdote là-dessus. C'est l'histoire que m'a racontée une étudiante à l'université de Moscou qui n'arrivait pas à s'inscrire. Pourquoi? Parce qu'elle était ukrainienne. Et la secrétaire de l'université n'arrivait pas à comprendre qu'elle était étrangère parce que pour elle, l'Ukraine, ça faisait partie de la Russie, ça faisait encore partie de l'URSS. Et on était 30 ans après la chute de l'URSS. Et ben finalement, aujourd'hui, il y a toujours un petit peu de ça. Avant, quand on voulait écrire sérieusement, on écrivait en russe, pas en ukrainien. Aujourd'hui, quand on veut faire quelque chose de sérieux et qu'on est ukrainien, eh bien, on va partir plutôt en Occident. Donc, Poutine ramène toujours les conflits actuels à la chute de l'URSS et quelque part, faut lui reconnaître, il n'a pas tort. Tout est lié. La blessure d'orgueil est immense, mais le problème, c'est que Poutine en a tiré les mauvaises conclusions. Et par sa politique, il accentue la chute de la Russie. Et il l'accélère. C'est une question de temps. Quand on regarde les flux de population, les flux de population partent de la Russie. La Russie ne joue plus le même rôle qu'auparavant. Avant, les Ukrainiens, naturellement, partaient en Russie pour suivre leurs études. Aujourd'hui, c'est complètement impensable. Quand on cherchait un métier qualifié, on partait en Russie. Aujourd'hui, c'est impensable. On a un pays qui se tiers-mondise, finalement. Et quel modèle de société propose Poutine aujourd'hui? Finalement, il séduit que des dictatures. Et puis pas des petites dictatures. Les alliés, c'est la Corée du Nord, la Syrie, l'Iran, ou des pays qui sont des obligés de la Russie, le Mali, le Zimbabwe. La seule exception pourrait être des pays jugés un peu archaïques, comme la Hongrie. Mais en fait, il n'y a pas d'alternative idéologique comme pouvait l'être le régime communiste. Donc, je vais conclure par le fait que tout simplement, la paix est impossible de cette manière. Elle ne peut pas exister. Parce que Poutine, même s'il n'est pas Hitler, il a une indifférence totale par rapport aux règles établies. Il a bafoué la parole de son pays sur de nombreux traités. Donc, finalement, aller vers une paix aujourd'hui avec Poutine négocier, c'est lui donner carte blanche pour recommencer plus tard. Et je vous rappelle les accords de Minsk. Donc, je ne veux pas reciter Churchill avec le déshonneur et la guerre, mais on y est. Et l'Occident est tétanisé. L'Occident a peur de la chute de Poutine, pensant qu'il serait remplacé par pire. C'est oublier que ceux qui s'expriment avec un discours encore plus dur, comme Kadyrov ou Medvedev, ils ne font qu'avec l'assentiment du Kremlin. Et finalement, on oublie que vous avez des gens aussi comme Navalny qui sont enfermés.
Ces deux mondes-là coexistent avec de plus en plus de difficultés. Le monde fantasmé par Poutine dans son discours, il est de plus en plus éloigné du terrain et de la réalité militaire. Hier, Poutine a réclamé que les troupes russes relancent les assauts, mais elles sont incapables de le faire. Pour l'instant, elles sont capables de défendre, et c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme, avec des pertes qui sont colossales. Donc Poutine a mis en avant un discours de lutte civilisationnelle en mélangeant beaucoup de choses avec un certain cynisme. Par exemple, il va reprocher à l'Occident son colonialisme, alors qu'il est le dernier grand empire colonial. Il agite le spectre d'Hiroshima et de Nagasaki, alors qu'il fait un chantage permanent à la bombe atomique. Il qualifie l'Occident de régime autoritaire, alors que bon, le régime russe, c'est une évidence, c'est un régime autoritaire. Poutine ose tout. Il nie même l'existence de l'État ukrainien. Il nie quelque part la disparition de l'URSS. Alors, c'est une vision qui est tellement éloignée de la réalité qu'elle ne peut pas objectivement trouver de réalité concrète sur le terrain. Pour autant, elle séduit malgré tout en Occident et bien au-delà. Trump n'est pas hors course aux États-Unis, malgré la tentative de coup d'État au Capitole. Bolsonaro a été élu. Et puis, si Fillon avait gagné la présidentielle en 2017, quel régime aurions-nous aujourd'hui? Voilà. On laisse Sarkozy parler, on a Mélanie en Italie, l'extrême droite en Hongrie. Finalement, on n'est pas sorti d'affaire non plus. Hein. On a un malaise à gauche par rapport à ça, par rapport à l'OTAN aussi. On a un attachement démesuré au prisme franco-allemand par rapport à la réalité politique, mais on va assister à un domino géopolitique. La nature a horreur du vide, le déclin soviétique puis russe est là, la bête n'a pas fini d'agoniser, elle va pourrir, elle va perdre, et on devrait déjà être en train de préparer l'après-Poutine, ce qu'on ne fait pas du tout en ce moment, et nous, en tant que parti politique aussi. Et on doit aussi être peut-être plus, comment dire, plus volontaire vers l'adhésion de l'Ukraine, de la Moldavie, sur la lutte aussi du Bélarus, sur le Caucase. Notre silence est assez assourdissant sur l'Arménie, sur la Géorgie. On doit stabiliser le régime kazakh. Bref, pour l'instant, on paraît toujours assez tétanisé par cette guerre. Il y a pas de leader vraiment anti-occidental. En tout cas, s'il en existe un, c'est certainement pas Poutine. Ce sera sans doute la Chine qui, elle, a le potentiel. Mais l'armée russe en tant que telle, aujourd'hui, à part par l'arme nucléaire, elle effraie assez peu de monde, finalement. Et ce serait bien qu'à ce niveau-là, on se réveille un petit peu. Et je voudrais terminer juste par une phrase qui a été une question d'un journaliste qui a été posée à Shoigu, je crois. Et la réponse de Shoigu, c'était sur la guerre en Ukraine. Et la réponse de Shoigu, c'était « il n'est pas possible que l'on perde. Ça voudrait dire qu'on a fait tout ça pour rien. » Et effectivement, on est dans la dernière barrière du déni avant la chute, parce que cette phrase-là n'aurait pas été possible avant. Mais aujourd'hui, elle l'est. Et effectivement, quand on a engagé tant d'hommes, tant de troupes, quand on a perdu des centaines de milliers d'hommes, des milliards de matériel, accepter qu'on a fait ça pour rien, c'est sans doute aujourd'hui trop difficile pour les Russes. Plus tôt ils arrêteront les frais, plus tôt ils auront des chances, en tout cas pour le régime, peut-être de s'en sortir, même si je ne le pense pas, mais pour le pays aussi de se relever. J'ai été peut-être un peu trop long, je suis désolé.